Imaginez, vous êtes actuellement seul, allongé dans votre lit, dans votre chambre. Vous pensez que la nuit suivante sera après tout une nuit comme les autres, vos yeux se ferment doucement, mais vous n'imaginez pas une seconde ce qu'il s'apprête à vous arriver. Alors que vos rêves commencent à se confondre avec votre réalité, vous entendez un bruit dans votre salon. Vous avez maintenant le choix, l'ignorer et retourner dans le pays des rêves, ou vous lever et le confronter. Ce n'est peut-être rien, mais comment en être sûr? Des décisions comme celle-là doivent être prises dans la quasi-totalité des threads d'horreur qu'on vous raconte. Alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel choix vous auriez fait dans cette situation et en attendant, découvrez ce qu'ont décidé de faire nos 5 protagonistes en commençant par la première histoire. Cette histoire, qui tient plutôt de l'anecdote dans la catégorie « on aimerait grave pas vivre », s'est déroulée il y a 3 ans lors d'une nuit d'été pendant les vacances. Laura, 12 ans, est tranquillement en train de séjourner chez sa grand-mère, comme souvent d'ailleurs pendant les vacances scolaires. À cette époque, et même encore aujourd'hui, elle nous le confie, elle était profondément plongée dans son amour pour les threads d'horreur, les récits effrayants et les films qui vous empêchent de dormir, comme pas mal d'entre nous ici. Bon, son goût pour l'horreur était indéniable, mais il avait ses conséquences, surtout lorsque la nuit tombait. Au moment de l'histoire, la chambre de Laura chez sa grand-mère n'est pas la plus récente et accueillante. La moquette est poussiéreuse, le lit est drapé de motifs floraux super vieillots et une vieille et flippante armoire en bois trône dans l'obscurité. La nuit, la tension est palpable, surtout avec l'obsession de Laura pour l'horreur. Une nuit, alors qu'elle est paisiblement en train de roupiller, vers 6 h du matin, Laura se réveille soudain. Sa chambre est baignée de faibles rayons de lumière qui s'infiltrent à travers les volets fermés. C'est alors qu'elle entend le grincement sinistre de la porte de sa chambre qui s'entrouvre. Sous sa couette, elle entend une personne s'immiscer dans la pièce, accompagnée de pas qui se veulent être discrets. La présence est maintenant à proximité, debout dans la chambre, rompant le silence nocturne. Laura, complètement immobile sous sa couette, tente de rationaliser la situation. Oh, c'est probablement grand-mère qui est venue vérifier ses emails parce que son ordinateur est dans ma chambre. Mais quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas du tout même. La mamie de Laura ne part pas et elle entend sa respiration toujours sous sa couette. La présence reste là, immobile, à fixer les volets. Un frisson parcourt l'échine de Laura alors qu'elle tentait de distinguer la silhouette le plus discrètement possible. La personne étant de dos n'a pas du tout la silhouette quelque peu doutue de sa grand-mère. L'anxiété monte d'un cran en elle et le doute s'installe. Est-ce un intrus? Tant que la couette recouvre son visage, elle ne peut pas en être sûre. Laura se met donc à peser le pour et le contre de révéler sa présence et surtout le fait qu'elle est réveillée. Mais la peur la paralyse, craignant une réponse qui confirmerait ses pires craintes. Les minutes semblent durer des heures et Laura, sous sa couette, n'ose pas faire le moindre bruit. Et puis, tout naturellement, l'intrus s'éclipse aussi discrètement qu'il était apparu, refermant la porte derrière lui. Seule dans l'obscurité, Laura reste immobile en proie à la peur. Elle va finalement attendre jusqu'à 10 h pour enfin sortir de sa chambre. Bien que le sommeil ait réussi à dissiper un peu ses inquiétudes, on peut dire que le mystère persiste, mais quelque part Laura n'a peut-être même pas envie de savoir. Mais bon, le vendredi qui suit, lors du dîner de famille, Laura partage son expérience avec sa grand-mère, bien résolue à avoir le fin mot de l'histoire. Elle lui dit à quel point elle avait été effrayée lorsqu'elle était entrée dans sa chambre mardi dernier, mais le regard de sa grand-mère va simplement la terrifier. Je ne me souviens pas être rentrée dans ta chambre. Glacée sur place, Laura tente de rationaliser encore une fois l'incident en attribuant la mémoire défaillante à l'âge avancé de sa grand-mère. Cependant, le mystère demeure, laissant Laura avec une question qui trotte encore aujourd'hui dans son esprit 3 ans plus tard. Qui était la silhouette qui avait hanté sa chambre cette nuit-là et que lui voulait-elle? Bon, pour cette deuxième histoire, nous allons basculer dans un environnement dans lequel nous sommes très souvent confrontés dans les threads d'horreur. Le vaste monde de la police en général et du 911. Mais vous allez voir d'une manière très particulière car nous allons cette fois nous diriger de l'autre côté du miroir. Car oui, cette histoire nous est racontée par Emma, répartitrice au sein du service d'urgence américain dont le numéro d'appel est le fameux 911. Pour résumer globalement son métier, en gros, elle s'occupe de la répartition des équipes et de la gestion du personnel au sein de ce service en particulier. Vous l'avez donc compris, elle est donc en contact direct avec les équipes qui reçoivent les appels du 911 notamment,
mais aussi avec les équipes d'intervention de tout le comté dans lequel elle opère. Et justement, c'est avec un de ces policiers que l'histoire va tourner. Ils se sont en fait rencontrés car Jake, de son petit nom, a été transféré du terrain au service dans lequel travaille Emma. Leur amitié se noue très rapidement, tissée de plein de conversations différentes et de taquineries innocentes qui évoluent progressivement vers quelque chose de plus profond. Malheureusement, tout n'est pas si rose que ça. Au fur et à mesure de leur conversation, Jake révèle sa véritable nature. Il est en fait très intrusif, très jaloux et même très possessif. Et le pire, c'est lorsque Emma va apprendre ce qu'il dit et montre d'elle lorsqu'elle n'est pas là. Apparemment, il se moque ouvertement d'elle, montre des photos intimes et énonce à tout le monde qu'il profite littéralement d'elle. Du jour au lendemain, elle se retrouve donc soudainement confrontée à une réalité hyper troublante. Jake n'est absolument pas celui qu'il prétendait être. Mais Emma, c'est une dure à cuire et donc elle décide de le confronter. Et c'est là que l'individu lui dit des choses plus que troublantes. Des phrases qui, en fait, pourraient même s'apparenter à des menaces. Emma ne veut vraiment pas laisser passer ça, surtout qu'elle travaille à la police, donc elle sait comment ça se passe. Et elle décide donc d'en parler à ses supérieurs. Et en mettant bout à bout d'autres éléments de son comportement, l'homme se fait en fait littéralement virer de la police. Mais bien entendu, et vous y attendez, Emma va encore entendre parler de lui. Quelques jours après la fin de tous ces événements, alors que Emma se remet enfin de toutes ses émotions, pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir, elle décide de déménager dans une autre ville qui n'est pas très loin de là où elle habitait. Au début, tout se passe très bien, mais assez rapidement, elle reçoit un coup de téléphone d'un numéro inconnu. Ça l'intrigue un petit peu et donc elle décide de répondre et là, immédiatement, elle reconnaît sa voix. Bon, on vous laisse 4 secondes pour deviner de qui il pourrait bien s'agir. Et oui, vous l'avez trouvé, c'est bien Jake. Au début, il prétend juste qu'il veut de ses nouvelles. Emma est bien entendu hyper mal à l'aise car elle sait qu'au fond, c'est elle la raison principale de son licenciement et elle sait également qu'il le sait. Bref, la conversation suit son cours jusqu'au moment où il précise qu'il souhaite lui aussi déménager dans un endroit bien précis. Il dit d'abord le nom de la ville tout innocemment, c'est exactement la ville dans laquelle elle vient de déménager, puis il donne le nom de la rue dans laquelle il voudrait se rendre et c'est exactement la rue dans laquelle elle vit. Lorsqu'elle entend ça, Emma laisse un gros blanc. Elle ne répond pas jusqu'au moment où elle entend que Jake, à l'autre bout du fil, se met à rigoler de manière ultra flippante. C'est là que l'angoisse monte à son paroxysme et que la jeune femme raccroche sans rien ajouter. Les jours passent pendant lesquels Emma n'arrête pas de se poser énormément de questions. Était-ce un hasard ? Franchement, elle n'y croit absolument pas, la coïncidence paraît beaucoup trop grande. Elle se demande également comment il peut connaître sa nouvelle adresse étant donné qu'elle ne l'a donnée à personne au travail. Était-ce une menace pour qu'elle comprenne qu'il sait où elle habite ? Étant donné son passé de policier, il pourrait très bien avoir des contacts qui pourraient avoir trouvé l'adresse de Emma assez facilement en soi. Et là, nouvel appel. Mais cette fois, il n'y a personne à l'autre bout du téléphone. Ça recommence une deuxième fois, une troisième fois, puis une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois, bref, ça ne s'arrête pas. Elle reçoit même des lettres chez elle de menaces, ce qui devient réellement insupportable pour elle. Dans un tumulte d'émotions et de doutes, Emma se tourne vers les autorités pour obtenir de l'aide, mais les réponses qu'elle reçoit sont loin d'être satisfaisantes. Ses tentatives pour protéger son intégrité et sa sécurité semblent être ignorées, laissant Emma vulnérable face à un individu dont les intentions semblent de plus en plus sinistres. Le pire, c'est que plus le temps avance et moins il se cache. Lorsqu'il l'appelle en pleine nuit, il lui parle, rigole, mais malheureusement Emma ne peut rien faire et vit dans cette constante angoisse totale qu'il vienne se venger. Alors que Jake continue de la contacter malgré ses efforts pour le bloquer, Emma est submergée par un sentiment croissant d'insécurité. Et malheureusement, cette histoire n'a pas de réelle conclusion parce que lorsqu'elle nous raconte son histoire, les faits sont toujours en cours. Elle raconte qu'elle est désespérée, qu'elle ne sait plus vraiment quoi faire, elle se demande si elle doit encore aller voir les autorités même si elle l'a déjà fait et que ça n'a servi à rien. Elle en est même à se demander si elle doit quitter son travail, redéménager une deuxième fois histoire de se faire complètement oublier, bref, vous l'avez compris, elle est dans un désespoir total. Mais malgré le côté triste de cette fin d'histoire, elle termine néanmoins son récit avec une note d'espoir. Elle affirme que dans sa lutte pour retrouver la tranquillité d'esprit, elle se tient néanmoins debout, prête à faire face à tout ce qui viendra. Elle sait que même si des moments difficiles peuvent se profiler à l'horizon, elle ne perdra jamais espoir en sa propre force pour surmonter les défis à venir. Notre troisième récit est celui de Tina qui a débuté en mars 2021 et dont les révélations ne sont survenues que récemment, il y a à peine 3 mois. Notre protagoniste, Tina, est une jeune femme de 18 ans qui réside au Portugal. Son parcours a été marqué par un retour aux racines familiales en 2019
après avoir vécu en Suisse depuis l'âge de 5 ans. Les motivations de ce retour étaient profondes et en soi, on les comprend. Elles étaient surtout liées au besoin de reconnecter avec la famille et aussi d'offrir à sa petite sœur une proximité avec les proches qu'elle n'avait malheureusement pas connus. Bref, de retour dans leur pays natal, la famille s'installe dans une maison louée qui est en fait la propriété de la tante de son père. Faut suivre un petit peu. Mais à part ça, les années s'écoulent sans encombre, la routine s'installe et même l'adoption d'un berger allemand vient renforcer le sentiment de sécurité. Tina parvient à renouer avec ses amis d'enfance et retrouve ainsi un équilibre familial et social, bref, que du bonheur. Mais en 2021, une étrange série d'événements commence à perturber la tranquillité de la maison. Tina se met soudain à souffrir d'insomnie et même à entendre des bruits provenant du grenier. Dans un premier temps, elle attribue ces sons aux branches de l'arbre voisin qui semblent frapper les tuiles, rien de bien flippant en soi. Mais avec le temps, les bruits deviennent de plus en plus fréquents et Tina décide de confronter son père à ce sujet. Et ce dernier va tout simplement révéler qu'en 2018, lorsqu'ils avaient déménagé, il avait entreposé des chaises dans le grenier et qui étaient d'ailleurs devenues maintenant quasiment inaccessibles à cause d'une pauvre échelle qui servait presque plus. Et ces chaises qu'ils n'utilisaient plus du tout avaient été laissées là jusqu'à leur prochain déménagement, après tout on sait jamais. Mais cette explication, le fait que des chaises bougeraient toutes seules ou à cause du vent dans les combles, n'est pas le seul truc bizarre qui se produit. D'autres phénomènes étranges se manifestent, par exemple la télévision, qui est équipée d'une box compliquée à configurer, s'allume mystérieusement sur la chaîne Fox Comedy, sans que personne n'ait eu l'air de mettre ces chaînes précisément. Tina et ses parents, ne l'allumant même pas d'ailleurs en raison de sa complexité, se retrouvent régulièrement confrontés à cette situation, et la télé s'allume même alors qu'ils ne sont pas à la maison. Et dans toute cette histoire, leur chien réagit bruyamment à chaque fois qu'ils rentrent et ça accentue un peu le sentiment d'inquiétude. C'est presque comme s'il essayait de leur passer un message. Bref, malgré ces signes, les parents de Tina minimisent la situation et c'est probablement pour ne pas la troubler. Et finalement, les années passent et en août 2023, donc c'était vraiment tout récemment, la famille décide de déménager pour des raisons indépendantes de ces phénomènes. Et c'est à ce moment que Balthazar, le nouvel occupant de la maison, découvre l'impensable. Et oui, vous l'aurez compris, ce n'est même pas Tina et sa famille elle-même qui ont tout découvert. Parce qu'en préparant le grenier pour y exercer ses activités de peintre, Balthazar tombe sur une grande boîte. Bon, comme tout nouveau locataire qui s'apprête à emménager dans une maison, il s'attend à y trouver des objets oubliés par les précédents locataires, et donc il va l'ouvrir, et là il découvre avec effroi un homme qui est assis, avec une bouteille d'urine et des morceaux de pain tout autour de lui. C'est vraiment super flippant. Évidemment, Balthazar est complètement choqué et figé sur place, il s'attend au pire, et vous l'aurez compris, ou pas, mais apparemment, il n'avait rien à craindre. Parce que l'homme qui est en face de lui s'appellerait Gabriel et directement, il lui dit qu'il ne lui veut aucun mal. Il s'agit en fait de l'ancien résident qui lui explique avoir gardé une clé après avoir perdu sa femme dans cette maison des suites d'un arrêt cardiaque. Gabriel venait régulièrement dans le grenier pour se sentir près de sa défunte femme, expliquant ainsi tous les bruits et les mystères qui ont tourmenté Tina et sa famille pendant si longtemps. Mais Balthazar, bien que surpris et peut-être même touché, appelle quand même la police et Gabriel est condamné à 8 ans de prison. Et c'est des semaines plus tard qu'il va partager cette incroyable histoire avec la famille de Tina. Les détails émergent de plus en plus, dévoilant que Gabriel regardait Fox Comedy pour se sentir connecté à sa femme décédée qui adorait cette chaîne. Bien que l'étrangeté de la situation persiste, la famille de Tina ressent finalement un soulagement en apprenant que l'intrus n'avait aucune intention malveillante. Bon, vous l'avez vu, cette histoire est quand même assez spéciale, on ne sait même pas si elle rentre vraiment dans la catégorie des threads d'horreur. Finalement, l'homme n'était apparemment pas dangereux, mais c'est quand même très perturbant de savoir qu'une personne était là alors que vous pensiez être seul avec votre intimité. Est-ce que la personne méritait vraiment cette peine? On a vraiment hâte d'avoir votre avis. Ok, pour cette quatrième histoire, nous allons nous rendre dans une petite ville tranquille. Et c'est Elena, une jeune femme âgée de 31 ans, qui y habite. Et pour être un petit peu plus précis, elle habite dans une chambre à l'étage d'une maison qui en fait était à l'époque sa chambre d'enfance. Elle nous explique qu'elle est partie vivre seule assez jeune, mais que pour des raisons qu'elle ne souhaite pas vraiment nous expliquer ce soir, elle est revenue dans sa safe place, la maison de ses parents. Mais malheureusement, et vous vous en doutez, ce retour au foyer n'est pas aussi paisible qu'elle l'espérait. Pour contextualiser un petit peu tout ça, il faut savoir que la fenêtre de sa chambre donne sur un grand champ. Depuis qu'elle est toute petite, elle a donc pris l'habitude de ne pas trop se soucier de la grande plaine.
En théorie, il n'y a jamais personne, c'est pourquoi elle ne ferme même pas ses rideaux lorsqu'elle se change, habituée à l'absence de regards indiscrets. Cependant, cette habitude est désormais mise à l'épreuve. Le champ, autrefois calme, est devenu un chantier de construction pour de nouvelles maisons. Lorsque l'histoire se passe, nous sommes en 2022 et les travaux commencent tout juste. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes par-ci par-là qui viennent de temps en temps pour faire un état des lieux, mais personne n'est réellement toujours sur place. Petit détail qu'il faut savoir et qui est très important, lorsque Elena était jeune, elle avait déjà eu quelques soucis, notamment avec des personnes qui la suivaient dans la rue, et c'est pourquoi ses parents ont donc décidé d'installer un projecteur sous sa fenêtre, censé ne s'activer qu'en cas de mouvement. Cette lumière éclaire jusqu'à au moins 5 ou 6 mètres dans le champ. Bref, maintenant que le contexte est posé, parlons des premiers signes d'inquiétude d'Elena. Il est 2h30 du matin, la jeune femme est tranquillement posée dans son lit à scroller, mais c'est là qu'elle remarque que la lumière du projecteur sous sa fenêtre s'allume. Elle ne fait pas vraiment gaffe, n'importe quel animal peut avoir déclenché le détecteur de présence en soi. Le truc, c'est que le lendemain, ça recommence et exactement à la même heure. Puis le lendemain, puis le surlendemain. Au début, Elena ne prête pas vraiment d'attention à ces événements isolés, pensant que ce sont juste des incidents qu'elle considère en soi mineurs. Même si tout de même, vous l'imaginez bien, elle commence à se poser des questions comme vous, on l'imagine. Et vous allez voir avec la prochaine nuit qu'elle va passer qu'elle faisait bien de s'en poser. Alors que comme d'habitude, elle se prépare à aller dormir vers 3h du matin, oui c'est une nocturne, elle remarque quelque chose d'étrange dans son champ de vision périphérique. Une silhouette sombre se tenant près de sa maison émerge des ténèbres. Au début, elle plisse un petit peu les yeux parce qu'on vous le rappelle, le projecteur illumine le champ, mais ça ne garantit pas non plus une visibilité très efficace. Et après quelques secondes, lorsque ses yeux ont fini de faire leur mise au point, elle est catégorique. Il y a bel et bien quelqu'un qui l'observe, elle ou la maison en général depuis le champ. Elle ne sait pas l'expliquer, mais elle le sait. Il est malveillant. Elena n'hésite pas une seconde, elle se précipite sur son téléphone et appelle la police. Il faut savoir que le poste de police est littéralement à 3 minutes de voiture de chez ses parents, mais malheureusement lorsque les forces de l'ordre arrivent, l'observateur s'est volatilisé dans l'obscurité. Le calme semble revenir pendant un moment, mais l'angoisse persiste. Vous l'imaginez bien, la nuit suivante, Elena est la plus vigilante possible. Elle n'arrête pas de jeter des petits coups d'œil dehors et même pour se rassurer, elle décide d'appeler un ami à elle pendant toute la soirée. Mais alors qu'elle est au téléphone avec lui, elle remarque à nouveau une présence obscure. Mais cette fois, elle décide de changer de technique. Au lieu d'appeler la police une nouvelle fois, elle ouvre la fenêtre et parle hyper fort en disant des choses censées dissuader l'individu de s'approcher plus que ça. Et en fait, elle ne nous dit pas exactement ce qu'elle a dit à ce moment-là, mais ça a l'air de marcher. Ça semble effectivement dissuader l'inconnu de s'approcher. Enfin, pour cette nuit-là. Après ça, plusieurs semaines vont passer et elles sont toutes assez tranquilles pour le coup. Et c'est un fameux soir, alors qu'elle rentre chez elle après une soirée entre amis, que Elena entend un bruit étrange. Et ce bruit, il ne vient pas de la maison, mais bien de l'extérieur. Tout de suite, elle pense à lui. Est-ce que ça y est, il est revenu? De plus en plus stressée, Elena se met à paniquer seule dans sa chambre. Elle se lève tout de même, se rapproche de sa fenêtre, mais ce qu'elle découvre est bien plus terrifiant. Elle entend que des coups sourds et violents résonnent contre la porte du garage, ébranlant ses nerfs déjà à vif. Et cette fois, c'est trop. Elle appelle à nouveau la police, cette fois dans un état de panique totale. Petit détail qui a son importance tout de même, il faut savoir que ce soir-là, ses parents ne sont pas là. Ils sont allés dormir chez des amis à eux. Elle est donc totalement toute seule face à cet individu qui semble vouloir rentrer dans la maison. Terrorisée, elle a un petit moment de doute. Elle ne sait pas si les fenêtres de son salon sont ouvertes ou non. Elle décide donc de descendre prudemment les escaliers et une fois arrivée dans le salon, c'est là qu'elle le voit. Elle voit un homme qui porte une capuche et qui porte des coups hyper violents sur la porte de son garage avec un pied de biche. Et alors qu'à ce moment-là, elle est totalement paralysée dans son escalier, presque comme dans un film d'horreur, l'homme s'arrête d'un coup, tourne la tête et fixe Elena. Ce petit eye contact ne dure qu'une demi-seconde, mais Elena s'en rappellera toute sa vie. Heureusement, juste après ça, les forces de l'ordre arrivent finalement, mais l'homme réussit à s'enfuir à nouveau. Le lendemain, les parents reviennent, ils apprennent ce qui s'est passé et clairement, ils sont terrorisés. Dans un acte de précaution désespéré, le père commande immédiatement 4 caméras de surveillance pour protéger leur domicile. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'arrête pas de se poser toutes ces questions, bien entendu, à chaque fois qui était cet intrus et quelles étaient ses intentions. Et malgré la peur qu'elle ressent à chaque fois qu'elle repense à cette histoire, elle se promet de rester maintenant vigilante, prête à faire face à toute éventualité. Mais même si elle essaie de se rassurer un petit peu, Elena nous affirme que tous les soirs, elle cauchemarde du moment où elle a croisé son regard avec cet individu.
Notre cinquième histoire se passe dans une petite ville de montagne au Colorado où vit Sonia, une femme d'origine sud-américaine qui s'est installée depuis 11 ans déjà. Mais bien avant ça, à l'âge de 21 ans, poussée par son désir de découvrir la neige, notamment parce qu'elle n'en avait jamais vu, elle a fait son premier séjour aux États-Unis. Son arrivée dans cette nouvelle contrée enneigée était en fait le fruit d'un programme d'échange d'étudiants sud-américains aux États-Unis qui offre en fait l'opportunité de travailler et de voyager pendant les vacances d'été. Autant le dire, même si Sonia réside dans une auberge et partage sa chambre avec 5 autres filles, c'est vraiment une opportunité en or pour elle. Bref, à cette époque, Sonia est recrutée pour travailler dans un hôtel réputé à Frisco, une ville voisine de Silverthorne, qui est d'ailleurs très connue de l'autre côté du globe. À son arrivée, elle est accueillie par le propriétaire, un homme imposant au regard scrutateur, presque malaisant. Et à sa grande surprise, malgré son anglais approximatif, elle est directement assignée au poste d'hôtesse au restaurant de l'hôtel avec des tâches supplémentaires de livraison de commandes en chambre. C'est quand même une sacrée responsabilité et ça la met souvent au contact d'une clientèle internationale, surtout pendant la saison de ski, parce que la région est prisée par les touristes du monde entier. Bon, même si de base elle n'était pas du tout partante pour être en relation clientèle, le propriétaire, bien qu'exigeant, a une attitude un peu lunatique. Il peut clairement passer de la colère à la gentillesse en un clin d'œil, ce qui perturbe beaucoup Sonia et ses collègues. En journée, il peut être très sévère, surtout si ses employés se trompent dans les commandes à cause de leur anglais qui est pas très bon, et il n'hésite pas à les humilier directement devant les clients en disant que ce sont des étrangères incapables, lentes et même idiotes. On est d'accord, c'est clairement une mauvaise personne qui abuse de son statut et c'est peu de le dire. Mais les soirs, d'un coup, il se met à changer et les invite toutes au bar en leur payant des verres. Il a même des gestes déplacés et il est un peu trop tactile et ses commentaires suggestifs mettent mal à l'aise Sonia, même si elle tente de rester professionnelle en toutes circonstances. Mais en dehors de cette joyeuse vie professionnelle, la vie à l'auberge où elle réside n'est pas non plus dénuée de tout problème. Notamment un fameux jour, lors du réveillon du Nouvel An, lorsqu'un incident grave a ébranlé toute la communauté. Un résident drogué et très menaçant en est pris à l'une de ses amies avec une arme. Il l'a directement poursuivi jusque dans sa chambre, en l'insultant et en proférant même des menaces de mort, ce qui a bien évidemment semé la terreur parmi tous les habitants de l'auberge. Heureusement, il a été arrêté, mais à ce moment précis, plus personne ne se sent en sécurité dans cette auberge. Cet événement a été clairement complètement traumatisant et le premier à s'en faire pour Sonia est évidemment son patron qui l'appelle directement et lui demande si elle va bien. Étant quand même très compatissant, il lui dit que le temps qu'elle trouve une nouvelle auberge, il lui offre comme ça 2 semaines de séjour gratuit dans l'hôtel où elle travaille. C'est une invitation clairement bienvenue pour Sonia qui est soulagée et qui accepte avec beaucoup de gratitude en remerciant chaleureusement son patron. Et le lendemain à peine, elle déménage. Son nouveau quotidien est moins fatigant étant donné qu'elle n'a plus de déplacement à faire entre son lieu de travail et son domicile temporaire. Bref, tout semble aller pour le mieux. Mais comme on le sait tous, ça ne va pas durer. Une nuit, alors que Sonia est complètement épuisée après une journée de travail chargée, elle est réveillée en plein milieu de ses rêves par une présence dans sa chambre. La fameuse présence dans sa chambre. À moitié endormie, elle distingue une silhouette masculine qui est debout et qui l'observe silencieusement. Se sentant très lourde et un peu dans le pâté, elle n'arrive presque pas à bouger et tout son corps semble lui désobéir. Sonia sent la panique monter en elle et elle essaye de voir plus en détail ce que cet intrus tente de faire. Et là, complètement choquée, elle entend comme un bruit de métal, comme si l'homme essayait d'enlever sa ceinture. Prise de panique, elle hurle de toutes ses forces, faisant fuir l'intrus aussi rapidement qu'il s'était glissé dans sa chambre. Le lendemain, bien décidée à partager son expérience traumatisante et malgré les tentatives pour alerter le personnel, elle est complètement ignorée. Tout le personnel et surtout le patron lui disent qu'elle a certainement rêvé et que ça devait juste être le service ménage qui s'est trompé de chambre. À 2 h du matin, on est d'accord que ce n'est pas du tout une explication convenable. Bref, incomprise et seule dans son malaise, Sonia déménage enfin et tente de mettre cet incident derrière elle. Et c'est près d'1 an qui s'écoule, loin du tumulte de cette ancienne vie. À cette époque, pensant que toute cette histoire appartenait au passé, elle découvre avec effroi dans les journaux locaux que le propriétaire en question avait été arrêté pour des actes similaires à ceux qu'elle avait subis. Cette fois-ci, complètement bourré, l'homme s'était permis d'entrer dans les chambres de certaines clientes la nuit pendant qu'elles dormaient. Elles se sont heureusement réveillées juste avant que ce ne soit trop tard, alors qu'il les regardait vicieusement. Évidemment, cette révélation laisse un goût très amer dans la bouche de Sonia,
qui laisse planer des questions sur ce qui avait pu se passer lors de ces nuits où elle se retrouvait dans cette espèce d'état de semi-conscience. Les questions qu'elle se pose aujourd'hui, bien des années plus tard, la laissent très confuse. Est-ce que c'était la première fois que quelqu'un entrait dans sa chambre alors qu'elle était persuadée d'être seule? Ok, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ces 5 histoires directement là tout de suite à chaud. Petit react de Kratos, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben déjà, merci à tous de nous avoir suivis pendant ces 5 histoires, ces 5 récits. Grave. On espère qu'on a été assez immersif, qu'on vous a embarqué en fait avec nous à travers ces 5 histoires. Et ben débrief, il y a eu pas mal d'intrusions à domicile. C'est toujours aussi flippant, on sait pas ce que vous en pensez. Moi je pense en vrai, c'est vraiment ma phobie ayant vécu des paralysies du sommeil, de voir quelqu'un rentrer dans ta chambre. Et en fait, même parfois être un peu paralysé, comme dans la dernière, non pas dans la dernière histoire, dans une des histoires qu'on a racontées, où la personne a clairement, enfin en tout cas elle sous-entend qu'elle a été droguée et que du coup elle n'était plus maîtresse de son corps. Franchement, c'est une sensation absolument horrible et rien de plus flippant que quand tu es dans ton lit, tu te penses être en sécurité et finalement tu vois quelqu'un devant toi qui a des sombres intentions. Carrément. Voilà, c'est flippant. Franchement, on est d'accord. Et au final, c'est malheureux en fait, hein, mais il y a énormément d'histoires qui se passent comme ça. Hein. T'as l'impression que c'est presque commun, hein, au final, même si ça ne l'est pas. Hein. On rappelle quand même que les histoires qu'on raconte sont normalement assez exceptionnelles quand même. Ça arrive pas tous les jours. Enfin, peut-être que ça arrive tous les jours, mais ça arrive pas énormément non plus. Et c'est pour ça qu'on les raconte. C'est parce que voilà, en proportion, il faut remettre les choses dans leur contexte, bien évidemment. En tout cas, bien flippant. L'histoire de la personne qui était dans le grenier, ça pareil, c'est pas une intrusion dans la chambre directement. Mais voilà, de savoir qu'il y avait quelqu'un qui vivait avec toi, sous ton toit. En fait, on sait pas pendant combien de temps, littéralement pendant des années. Ça se trouve, tu étais là dans ta chambre en train de faire tes trucs et tout, et il y avait une personne au-dessus qui t'écoutait, qui te voyait, qui entendait tout. Franchement, c'est horrible comme sensation. Pareil tu remets tout en perspective en fait. Ça, on est d'accord. Pareil pour l'histoire avec le 911 aussi, c'est assez original d'avoir un point de vue du coup, pas extérieur, mais qui est, comme je l'ai dit dans l'histoire, de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que c'est en fait des policiers clairement qui sont un peu les méchants hein, dans cette histoire, et ça rappelle aussi qu'au final on est tous des humains hein, et que même des gens qui donnent de l'aide parfois ils peuvent créer des threads d'horreur comme ça. Bref, vous avez compris les mécaniques je pense. En tout cas, merci encore une fois de nous avoir suivis. On espère que vous nous suivez sur les réseaux sociaux qui s'affichent d'ailleurs juste là, parce que en ce moment on poste pas mal de choses et puis on vous blablate beaucoup sur notre vie qui a beaucoup changé. En même temps, là on est peut-être dans une des semaines les plus importantes de nos vies actuellement. Ouais, voilà, exactement. On vous fera un débrief, surtout sur les réseaux sociaux, on annoncera des choses, peut-être même la création d'une nouvelle chaîne. Bon voilà, on vous le dit en exclusivité, c'est possible que ça arrive dans pas trop longtemps. De toute façon, ce gros bouleversement, justement, ceux de Discord le connaissent déjà, parce que vous êtes les vrais. D'ailleurs, ceux qui regardent la conclusion, vous êtes aussi des vrais. Hein. Mais donc, gros big up au Discord quand même. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Joe et Kratos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il est un petit peu bugué, mais ça va. Il n'y a pas de cut. Hein, on reste naturel. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié de toutes les nouvelles sorties de vidéos et pour rejoindre cette belle aventure, parce que franchement, c'est un truc de ouf ce qu'on vit tous ensemble. Ça va être incroyable. N'hésitez pas donc à vous abonner à tous nos comptes sur Instagram, sur TikTok, sur Spotify. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur nous, si vous voulez discuter avec nous. Si vous n'en avez pas marre de voir nos gueules. Ah ouais, non, clairement, si vous en voulez plus, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'était Joe et Kratos et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Et vous êtes des grands ouf. Adios amigos. Et c'est une fin de tournage. Ok, c'est parti. H4 Joe. Let's go. Histoire 3. Vous remarquerez que Joe est en train de me déconcentrer, à déblatérer tout plein de choses très utiles. J'ai envie de pouvoir dire... je l'ai vu. Dans la pierre, dans le pays d'Amestris, pays où l'alchimie est élevée au rang de science universelle, deux frères, Édouard et Alphonse Cédric, parcourent le pays à la recherche de la légendaire pierre philosophale. La pierre philosophale. H1. Et j'ai mon portable qui vibre. Qu'est-ce que la personne me dit? Abonnez-vous à Kratos et Joe. Bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il n'y a plus personne qui va dire putain j'aime les bloopers. Hein.